Bonsoir, cher mère Salikone. Bonsoir, éclaireur. Bonsoir à toute la classe. Comment allez-vous? J'espère que tu vas bien. Je vais bien. Dieu Et merci. toi? Moi, je vais extrêmement bien, grâce à Dieu. J'allais bien jusqu'à ce que j'ai appris la nouvelle là qui m'a donné un pincement au cœur. Donc, Et vous aurez des questions, vous avez des questions à poser? Franchement, je vais dire oui. Ok. Donc, je ne sais pas si vous voulez commencer par la question ou bien si vous voulez déjà dire ce que vous avez envie de dire avant de poser la question. Non, je vais te poser question. Parce que moi, je sais que mon professeur... Parce que nos militants tombent dans l'infantilité, si je peux me permettre le mot. Quand il y a quelque chose, on ne réfléchit pas, on tombe directement dans les émotions avant de nous ressaisir. Et ça fait combien d'années on est avec le Prado? Merci. Ça fait combien d'années on est avec le Prado? Il faut qu'on explique ça à nos militants, surtout les élèves de la classe. Si le Prado est fier de certains militants là, c'est l'intelligence, la sagacité intellectuelle de la classe éclaireur pro-vérité. Quand je vois des élèves de la classe qui sont là, c'est vous, les événements vous affectent. Ça veut dire que vous n'avez rien compris dans tout ce que nous sommes en train de faire. Mais quand tu ne comprends pas quelque chose, tu poses d'abord des questions. Et vous-même, chaque fois qu'il y a des choses, je veux parler des Ivoiriens en général et des partisans du Prado, on ne pose jamais des questions. Hein? On commence à être dans nos sentiments, on a peur, on est frustré, on va mourir demain. Ok, ceux qui veulent mourir n'ont qu'à mourir. Le Prado n'est pas Dieu pour décider de quoi demain sera fait, mais il maîtrise ce qu'il fait. Ça, il faudrait que nos militants comprennent ça. Et donc, je vais vous laisser d'abord poser vos questions, après vos questions, mais c'est totalement normal que les gens aient leurs sentiments. Ça, c'est pourquoi j'ai dit aux gens d'abord, si les gens veulent poser les questions, ils n'ont qu'à poser les questions. Ceux aussi qui veulent exprimer leurs sentiments, c'est aussi votre droit. Vous exprimez vos sentiments, il n'y a pas de problème. Mais moi, je pense que quand il y a une situation, même quand il y a mort d'homme là, il faut d'abord demander qu'est-ce qui se passe et comment on va faire. Là, maintenant, si on finit d'expliquer que tu n'es pas convaincu là, tu fais ce que tu veux. Donc, chère mère, je vous laisse avec les questions ou bien peut-être le dérouler. Mais sans que je te pose ma question, mais tu m'as déjà répondu. Non, mais alors qu'il y a tellement de réponses que je n'ai rien répondu d'abord. En tout cas, moi, ma part, tu m'as répondu. Parce que moi, il y a une chose que je sais. Le président nous a dit que la sécurité de l'Ivoirien est sa priorité. Comment on appelle ça? C'est ce qu'il a dit, non? Sa priorité. C'est-à-dire que la première des choses, quand il se couche là, quand il pense à l'Ivoirien là, c'est la sécurité de tout Ivoirien. Donc je me dis, s'il prend des décisions, il sait pourquoi. Et comme tu l'as tout à l'heure dit, moi je sais qu'il sait pourquoi. Bien vrai que ça va toucher certaines personnes, peut-être que d'autres vont dire que ce n'est pas le moment, il fallait attendre après 2025 et autres. Mais si moi je vois que le président prend cette décision, c'est que c'est parce qu'il sait que la sécurité est verrouillée. Il fait confiance à sa sécurité. Et moi j'ai confiance à Pratebe, au ministre de la sécurité, j'ai confiance en eux. Donc je sais qu'il n'y aura rien. Voilà. Moi en tout cas j'ai confiance en ça. Voilà. Maintenant, côté Yopougon, ce qui s'est passé à Yopougon. Ok, chère mère, je crois que je vais casser l'abcès moi-même parce que je m'attendais à ce qu'on me pose des questions, on ne me pose pas des questions. Donc moi-même, là, je vais expliquer. Militant RDR, militant RHDP, asseyez-vous, on va vous parler, vous allez entendre. Voici la liste des personnes qui ont été graciées ou des personnes pouvant bénéficier de la liberté provisoire. Mais je n'ai pas du tout été heureux de votre réaction en tant que chers élèves de la classe. Parce que quelle que soit la situation, on doit être capable d'abord de demander, de poser la question. Et il n'y a aucun militant qui m'a demandé qu'est-ce qui se passe. Et même Salim, la mère Salim, je vous ai dit, posez-moi la question. Vous n'avez pas posé. Vous dites que vous avez trouvé la réponse. Mais quand je vais rentrer peut-être dans la parole, vous allez découvrir beaucoup d'autres choses. Chers militants, s'il vous plaît, chaque fois, même si on dit le ciel est tombé là, demandez d'abord
Le ciel qui est tombé là, où Alassane Ouattara est, et puis c'est tombé. C'est l'attitude la plus simple dans la vie. Que ce soit une situation de bonheur ou de malheur, tu demandes d'abord pourquoi c'est arrivé. Ok. Hier, vous vous souvenez, j'ai été dur ici en disant qu'on peut tout accepter sauf Soro Guillaume. Chère mère, est-ce que vous n'avez pas entendu ça? Si, j'ai entendu ça. Ok. Bien avant ça, le samedi, ceux qui ont peut-être écouté l'émission du samedi ou du dimanche, je suis revenu sur cette même question-là pour dire que ceux qui veulent qu'on libère certains prisonniers, ce n'est pas de notre goût. L'émission est là-bas. Ceux qui veulent, ils peuvent aller prendre, regarder. Oui, tu l'as dit. Voilà. Mais dans la vie, là, il y a ce que nous, on veut, et puis il y a la réalité aussi. Même moi-même qui vous parle là, j'aurais préféré que ces gens-là meurent en prison. Mais chère mère, on a fini Cannes là, ça fait combien d'années? Cannes 2024 là, c'est fini il y a combien d'années? Pas trop longtemps, hein. On m'a dit il y a quelques jours, c'est fini. Voilà. Oui. Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire seule qui a organisé sa sécurité ou bien c'est le monde entier qui est venu nous soutenir? C'est la Côte d'Ivoire. Non, 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 vous n'avez pas bien compris la question. La CAN qu'on a organisée là, c'est la Côte d'Ivoire seule qui a organisé la sécurité? Non, non. Ok. Vous avez entendu Éclaireur vous dire ici qu'il y a la France qui a participé, il y a les États-Unis qui ont participé, il y a Interpol qui a participé. Vous ne, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Si, si, je me rappelle. Ok. Cher, mais il faudrait que nos militants comprennent que dans cette vie-là, quand tu donnes quelque chose, c'est là aussi que tu reçois quelque chose. Quand tu prends quelque chose aussi, tu donnes quelque chose aussi. Ce que je veux dire simplement là, la gestion d'un pouvoir là, ça se passe au-delà des émotions. Parce que quand tu gères un pays, ou bien que tu gères un groupe d'humains là, il y a les obligations que tu as à l'intérieur de ton pays. Mais il y a aussi les obligations que tu as à l'extérieur de ton pays. Les partenaires qui sont venus nous aider, ils ont dit, on va venir vous aider. Mais en même temps, pour l'image de votre pays, il serait souhaitable aussi, ils ont fait des propositions et ils ont dit qu'il serait encore mieux de décrisper davantage la situation. Mais les personnes qui viennent d'être libérées là, après je vais vous citer les noms, est-ce que ces personnes-là, quand on va les maintenir en prison, et puis notre sécurité va être avec nous seuls et puis on va faillir là, qu'est-ce qu'il y a le mieux à choisir? C'est nous ici, tous les jours, on vous dit que nous avons la main, à part la Russie, nous avons la main de tout le monde. Et que c'est avec tout le monde que nous gérons et que nous faisons le pouvoir du président Ouattara. Pendant la CAN, Anthony Blinken est venu en Côte d'Ivoire. Ils ont touché ces questions-là. Après, le ministre des Affaires étrangères de la Chine est venu. Ils ont touché cette question-là. Après cela, le président s'est rendu en France. Ils ont encore touché ces questions-là. Mais on dit que le meilleur moment, quand tout le monde te demande pardon, là, c'est aussi le moment d'écouter tout le monde. Est-ce qu'on veut être l'ennemi de tout le monde? Ou est-ce qu'on veut être l'ami de tout le monde? Et donc les décisions qu'on va prendre ne seront pas des décisions basées uniquement sur ce que nous voulons. Actuellement, voilà comment les militants réfléchissent. Ah non, Dogoble a trop tué, il a fait ceci. Moi-même qui vous parle, je ne suis pas content. Mais en même temps aussi, il faut être suffisamment courageux et intelligent. Il faut être suffisamment courageux et intelligent. Je vais vous prendre un exemple. Il vaut mieux gagner une guerre que de gagner une victoire. Il vaut mieux laver l'image de notre dirigeant plutôt que de le laisser à l'international tout seul à partir d'un certain moment. Ces personnes qui ont été libérées là, quel que soit ce qu'elles ont fait, on n'aime pas.
Mais c'est quand ils étaient dans la plénitude de leur pouvoir là qu'on les a vaincus, déchus, humiliés, mis en prison. Si ce sont des personnes normales, ça doit les amener à réfléchir. Mais Dieu merci, comme ce sont des inconscients, la plupart parmi eux là vont se remettre dans une nouvelle situation qui va leur coûter plus cher que la prison dans laquelle ils étaient. Parce que le Prado a une capacité, c'est qu'il est l'homme le mieux préparé en stratégie au moment où je vous parle actuellement. Donnez-moi le nom d'un seul Ivoirien aujourd'hui sur la planète Terre qui est mieux préparé en termes de stratégie dans tous les sens pour aborder les questions. Si vous arrivez à me dire, il y a telle personne qui peut faire mieux, ou bien par rapport à un problème, quelqu'un qui peut répondre plus efficacement que le Prado, montrez-moi la personne. Et ça, c'est une règle simple dans l'art de la guerre de Sun Tzu. Connais ton ennemi et connais toi-même. Est-ce que vous allez me dire que le Prado ne sait pas où il va? Chère mère, Oui. est-ce que vous allez me dire que le Prado là, lui, il ne sait pas où il va? Ah, il sait où il va. Est-ce que vous allez me dire que le Prado va jouer contre ses propres intérêts? Alors? Ok. Est-ce que le Prado va jouer contre les intérêts des Ivoiriens? Non. Ok. Donc, ça veut dire qu'il a une bonne connaissance de la situation. Mais ce qui fait encore l'avantage du Prado, c'est que ceux qui pensent être les ennemis du Prado ne le connaissent pas, ne le maîtrisent pas. Mais lui, il connaît qui il est et puis il connaît aussi ses ennemis. Et donc, quand tu as quelqu'un comme ça en face là, tu ne peux que sortir victorieux. Tu vas mener 100 guerres, tu sortiras victorieux 100 fois. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un mieux que le Prado qui sait aujourd'hui comment contrer ces gens qui sont en face de lui. Et il y a certaines situations dans la vie, est-ce qu'il faut préférer la belligérance inutile des gens affaiblis? Des gens qui sont complètement affaiblis. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de nouveau? C'est vrai, les gens se disent, mais ils ont fait ça. Oui. Mais attendez de voir la suite de ce que demain leur réserve. Parce que le monde n'est pas simplement ce que nous voyons quand on se réveille chaque matin. Et chers mères, je vais vous donner 2 ou 3 exemples. Est-ce que vous connaissez Jean-Marie Bockel? Non. Ok. C'était l'ancien secrétaire d'État à la coopération de Nicolas Sarkozy en 2007. Le 6 février 2024, Emmanuel Macron l'a nommé comme son envoyé spécial en Afrique. Et il est venu voir le président Ouattara relativement à cette question-là, mais aussi à la diminution des forces françaises en Afrique pratiquement. Et ils sont venus, ils ont plaidé auprès du Prado. Quelle image on voudrait donner, ou même le Prado voudrait donner, quand tout le monde entier à un certain moment te dit de faire quelque chose là. Même quand toi-même tu sais c'est pas bon là. J'ai déjà dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui est mieux préparé en stratégie que le Prado. Même quand tu vas accepter pour tout le monde là, tu as déjà pris tes garanties et tes dispositions. Est-ce que vous me comprenez bien? Oui. Donc tout ce que vous voyez là, le minimum là, c'est que le Prado s'est suffisamment préparé déjà et il a déjà prévu toutes les craintes ou bien tous les doutes que les uns et les autres peuvent avoir là. Le Prado avec tout son staff ont déjà réfléchi à ça des mois et des mois auparavant. Je vais vous donner encore un deuxième exemple. Vous voyez le 1er octobre 2024 à venir là. L'OTAN va choisir un nouveau dirigeant. Et vous savez actuellement qui ils sont en train de choisir? Alors? Ok. Actuellement là, la personne qui est la mieux positionnée, c'est un Néerlandais. C'est l'ancien Premier ministre néerlandais. Mais tu sais, sur qui les décisions vont peser pour pouvoir mettre ce monsieur-là? Alors? Ok. Quand on parle de l'OTAN là, l'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique pour protéger plus ou moins les États de l'Europe de l'Ouest.
Mais est-ce que l'Angleterre est dans... comment on appelle est-ce que les États-Unis sont dans l'OTAN? Je veux dire, est-ce qu'ils sont en Europe? Non. Mais les 80% de la décision viennent de l'Amérique. C'est les Européens eux-mêmes pour qui l'OTAN est fait là. Eux-mêmes, ils s'asseyent, ils disent, mais les États-Unis même choisissent qui? Les États-Unis disent, nous choisissons Mark Rutte, l'ancien ministre néerlandais. Et quand ils ont dit ça, les Européens disent, on accepte la décision. C'est vrai, l'Angleterre est dans l'OTAN, mais l'Angleterre n'est pas membre de l'Union européenne. On dit, bon, après vous, qu'est-ce que les Anglais disent? Ce que je veux dire simplement, c'est que les décisions de ce monde-là, il est toujours mieux d'être avec un ensemble et d'être respecté dans cet ensemble-là, parce que quand tu donnes ta parole, tu la respectes, mieux que d'être isolé et d'être mis à la merci de tout le monde. Et ce que vous voyez aujourd'hui, pour le militant ordinaire, non, ça nous fait mal. Effectivement, vous avez totalement raison. Vous avez totalement raison. Mais la réalité du monde et la gestion du pouvoir, là, tu ne peux pas rester dans ton pays seul et puis dire que tu vas gérer ton pouvoir si tu veux réellement aider ton peuple. Et donc là, ceux avec qui tu collabores ont aussi leur avis à te donner, ils ont leur décision à te donner. Et plus tu en tiens compte, et mieux c'est pour toi, parce que ça va te permettre aussi de demander beaucoup plus ou même d'obtenir beaucoup plus à l'avenir. Et ce n'est pas à n'importe qui qu'on demande pardon. On ne demande pardon qu'aux gens à qui, pardon, des gens qui ont de la crédibilité. C'est à eux qu'on demande pardon. Mais quand tu acceptes un pardon, c'est qu'en retour aussi tu auras quelque chose de grand. Ces personnes qui ont été libérées là, je vais vous donner leur nom. Et je sais déjà que ça est sur la toile. Il y a Abidjan. Et ça, c'est la liste des personnes bénéficiaires des grâces présidentielles. Abidjan. Doboble Bruno. Nyatoa Kale Paulin. Kipre Yaba. Oukou Modi Léopold. Ose Logi. Koulibaly Sendou. Traoré Lamine. Fofana Kwaku Kona alias Benito. Kass Kwame Jean-Baptiste. Kone Arjuma. Silue Neger Djoman Emmanuel. Bamba Suleiman. Dosso Seydou. Kamagate Adama. Apo Koa Jules. Molou Ben Ngesan. Kwame Yao Arthur Lezo. Draman Abba Ninan. Adon Kwadjo Ebrotier Hyacinthe. Fanou Eric Michel. Yao Yao Paul. Degui Tapé Julien Olivier. Adama Kone. Valébris Eric. Kwaku Peli. Brou Ala Eric. Digbe Kwaku Rodrigue Michel. Anou Kwadjo Clovis. Diarasuba Brahima. Balo Assade. Amisha Alexis Pierre. Kone Umaru. Bakayoko Mustafa. Ouattara Sekou. Diomande Mamadou. Silue Nanga Lassina. Touré Ali Franck. Kone Ibrahim Khalil. Goble Zike François. Sissé Brahima. Afousiata Bamba Lamine. Kone Kamarate Suleiman. Touré Moussa. Isiaka Fofana. Broussage Pacom Durand. Fete Kwaku Jean-Henri. Bele Ori Guy Flavien. Niamien Ekolan Norbert. Rabé Charles Olivier. Giré Dawe Maurice. Ça fait 51 personnes. Liste des personnes pouvant bénéficier de liberté provisoire. Dazirignon Ange Aristide. Dogo Nyato Ange. Balou Danon Georges. Lat Mélanie Marie Reine. Sarégui Séridois Alain. Ainsi prend donc fin la liste. Et donc, voilà un peu ce que j'aurais pu expliquer. Et pour faire comprendre, comme je le disais, les réalités du monde ne se jouent pas seulement
avec nos sentiments ou bien avec nos réalités intérieures, mais il y a aussi la réalité extérieure. Il faut tenir compte de cela. Et comme je le disais, ce sont nos partenaires qui nous ont aidés à sécuriser la CAN. Ils nous ont dit, effectivement, il n'y a aucun pays qui est parfait. Il y a toujours quelque chose à dire dans n'importe quel pays. On aurait souhaité que pour l'image de votre pays, avec tout ce que vous avez déjà accompli, monsieur le chef de l'État, posez un acte fort qui peut aider le monde à avoir une belle image de la Côte d'Ivoire. Et parmi les propositions, faisait partie de la libération de ces personnes. D'autres ont été graciés et comme l'article l'a dit, d'autres pourraient bénéficier de la liberté provisoire comme ces 6 personnes. Et donc, en tant que militants et en tant qu'Ivoiriens, on se dit, mais ces personnes-là, est-ce que ça ne va pas encore causer d'autres troubles et autres? Non. Ça, nous pouvons vous assurer que l'appareil sécuritaire de la Côte d'Ivoire, on parle, mais souvent les gens ne font pas les rapprochements. Nous avons une armée qui est très professionnelle, une armée qui sait où elle va et une armée qui est surtout tenue par des dirigeants très intègres. Je dis bien des dirigeants très intègres, à commencer même par les ministères jusqu'au grand commandement, qui sont des gens très posés dans la tête et qui sont des gens très réfléchis. Continuons de faire confiance à notre appareil sécuritaire. Ces personnes que vous voyez là, c'est le mal qu'elles ont fait, c'est ce qui fait mal. Mais dire qu'aujourd'hui, en termes d'efficacité sur le terrain, ce sont des gens déjà qui ne valent pas grande chose. Et comme je l'ai dit, on ne se fait pas soi-même harakiri. On ne peut pas lutter contre ses propres intérêts et puis être surpris. Déjà, là, avant qu'aujourd'hui on entende cette décision-là, déjà depuis des mois, des questions de réflexion ont été menées et toutes les stratégies ont été mises en place pour que ces personnes-là, en tout cas, elles ont le choix de rester à carreau ou bien elles vont vivre des scènes plus dramatiques que ce qu'elles ont déjà connues. Ça, au moins, on peut rassurer les uns et les autres de cette réalité. Et donc, j'allais aussi dire que les grandes décisions, comme je l'ai dit, demain, là, ce n'est pas dans ma main, ce n'est pas dans la main du président Ouattara. Mais j'allais prendre, pour ceux qui sont chrétiens, l'épître, ou même le chapitre de Luc 23, versets 1 à 4. Lorsque les gens, par hypocrisie, amènent le Christ devant Ponce Pilate, et ils viennent l'accuser, on dit, voilà l'homme qui est en train de jeter le trouble parmi le peuple. C'est lui qui dit aux gens de ne pas payer les impôts. Et il déclare encore que c'est lui qui est le Messie. Et il dit même qu'il est le roi. Ponce Pilate écoute bien. Et regardez, il lui dit, es-tu le roi des Juifs? Et le Christ lui dit, tu le dis toi-même. Si déjà ceux qui m'ont accusé disent que je dois être roi, et que toi, tu viens, tu décides que je veux être le roi des Juifs, mais toi-même tu as déjà donné la réponse. Ça veut dire que ceux-mêmes qui m'accusent là, eux-mêmes ils savent que je suis mieux qu'un roi parmi eux. Je n'ai pas dit que je voulais être le roi des Romains, mais si les Juifs eux-mêmes reconnaissent que j'ai déjà le titre de roi parmi eux, ils doivent savoir que je suis plus que le roi, je suis un Messie parmi eux. C'est pourquoi le Christ a répondu simplement, mais toi-même Ponce Pilate, tu viens de donner la réponse. Alors Ponce Pilate regarde les prêtres du temple et il leur dit, avec tous ceux qui étaient rassemblés, je ne trouve chez cet homme aucune raison de le condamner. Ça veut dire ce que le monsieur là vient de dire là. Ce qu'il a dit, c'est tellement clair que si vous utilisez un peu votre cerveau, vous allez comprendre qu'il vient de vous dépasser. Il dit, je ne suis pas là pour les choses politiques. Mais ce dont vous m'accusez là, je suis plus que ça, puisque vous-même vous reconnaissez déjà. Mais de quoi est-ce qu'on veut accuser le président Ouattara? Le président Ouattara doit répondre aux questions politiques en envisageant toujours l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et quand tu envisages l'avenir, tu dois être capable de prendre des décisions qui, même si elles vont déplaire à l'instant, vont te permettre d'être plus efficace à l'avenir. Et c'est une telle décision que le président vient de prendre. Si on se cloître dans nos décisions du moment pour dire on n'est pas content,
Ça, c'est totalement normal, c'est légitime. On ne peut pas être content. Même moi-même qui vous parle, je ne suis pas content. Mais qu'est-ce qui vous prouve que demain, ces personnes ne vont pas commettre d'autres erreurs? Et quand elles vont commettre ces erreurs-là, est-ce qu'elles auront la chance d'aller en prison? Il y a toutes ces possibilités-là qui existent. C'est pourquoi je vous dis, on ne fait pas d'erreur en se mettant une balle dans la tête. Et quand tu envisages l'avenir et que tu veux, sur la scène internationale, être avec les puissants du monde, il faut être capable de laisser les puissants te donner une assiette et te donner un plat. Là, quand c'est comme ça, là, le jour que tu vas demander, on va dire vraiment il en a besoin et il mérite qu'on le respecte parce que c'est quelqu'un de crédible. Mais toi qui dis aux gens, venez m'aider à organiser la CAN, venez m'aider et aidez-moi dans l'aspect sécuritaire. Mais aujourd'hui, là, face à la menace djihadiste, avec tous ces malheureux qui sont dans le Sahel, qui ont pour intention de déstabiliser la Côte d'Ivoire, est-ce que libérer 56 ou 57 personnes n'est pas mieux que de ne pas libérer ces personnes-là et puis perdre l'aura, perdre la crédibilité internationale et être confronté à une cohorte de djihadistes et le désordre? Voilà autant de questions qu'il faut se poser. Et je vous ai toujours dit ici, un vrai dirigeant, ce n'est pas celui-là qui est dans ses émotions. Un vrai dirigeant, ce n'est pas celui-là qui sait répondre aux émotions de son peuple. Alassane Ouattara peut dire, je ne les libère pas, nous on sera contents. Mais et les conséquences, est-ce qu'on a pensé à ça? Les conséquences, c'est qu'il va perdre en crédibilité devant les partenaires internationaux. Et quand tu perds en crédibilité, les gens peuvent te couper les aides. Les gens peuvent te couper les appuis et tu te retrouves effondré dans tes propres problèmes. Et donc, quand vous faites la balance entre ces deux réalités que je vous explique là, faites un choix. Mais pour aller plus vite et pour être plus efficace, pour ceux qui sont musulmans, je vais vous prendre... Quand l'islam est né à la 6e année, les musulmans avaient déjà fui pour se retrouver en Éthiopie, qu'on appelait Abyssinie, et pour certains, à Yatrib, qu'on appelle aujourd'hui Médine. Mais après un certain moment, même les mécréants qui étaient forts à la Mecque ont reconnu que ce qu'on a combattu là, vraiment il faut qu'on négocie d'une manière. Et donc, il y a un traité qu'ils vont mettre en place à la 6e année de l'islam qu'on appelle le traité d'Hudaybiya. C'est le nom de la ville où ils ont signé le traité là qui est Hudaybiya. Et dans ce traité là, les musulmans ont vécu ce traité-là comme une humiliation. Parce que leur prophète a été humilié. Tout ce qu'ils ont demandé a été balayé du revers de la main. Mais ils ont obtenu une seule chose. C'est que sous forme de rotation, ils puissent venir chaque 3 ans, je crois bien, faire le pèlerinage et puis quitter la ville. Mais après, allez voir la suite de l'histoire. Les 3 ans ne sont même pas arrivés, L'islam a conquis toute l'Arabie. Mais si ce jour-là, le prophète des musulmans avait refusé ce traité-là, il n'aurait pas eu l'opportunité de pouvoir arriver à ses fins. C'est parce que s'il a réussi, c'est parce qu'il avait une vision. Il avait déjà réfléchi et il avait déjà anticipé sur les événements. Et c'est pourquoi je vous dis, les grands hommes anticipent toujours sur les événements. Et le Prado, en tant que personne, mais aussi en tant que tous ceux qui l'entourent, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, ont déjà réfléchi sur cette question-là. Beaucoup, c'est totalement normal que vous puissiez vous dire, mais de quoi demain est fait? Je ne peux pas vous dire de quoi demain est fait, mais ce que je peux vous rassurer, donnez-moi une seule occasion où le Prado a pris une décision et cette décision nous a conduit en brousse. Ça aussi, c'est un bon baromètre pour juger quelqu'un. Quelqu'un qui t'a trompé une fois là, tu dois être capable de tenir compte de ça pour dire, ah, la personne m'a déjà trompé. Quelqu'un qui t'a trompé 2 fois, tu dois douter de la personne. Mais tu dis, je suis avec quelqu'un. Et chaque fois que la personne a eu à prendre des décisions, ça m'a jamais conduit en brousse. Mais pourquoi tu vas douter de la personne?
parce que toi-même, tu n'es pas content. Oui, tu n'es pas content, c'est normal. Mais ça ne veut pas dire que c'est ce qui fait la réalité. Nous, nos sentiments ne sont pas forcément la réalité de la gestion du pouvoir. C'est deux choses diamétralement opposées. C'est ce qu'il faut comprendre. Et dans cette décision-là, pour toute personne qui sait déjà réfléchir, si le Prado, est-ce que le Prado gagne en crédibilité ou me perd en crédibilité? Parce que pendant trop longtemps, on a accusé ces criminels d'être des prisonniers politiques. Mais la Côte d'Ivoire va sortir maintenant du cadre des pays où il n'y a plus de prisonniers politiques. Il n'y en avait pas. Mais maintenant, on va voir sur quoi les opposants vont l'accuser aujourd'hui. Deuxième chose, le Prado gagne en crédibilité en ce sens qu'aujourd'hui, quand tu es en train de négocier avec les grandes et les nations puissantes de ce monde-là, rien n'est gratuit. Ce que tu donnes, tu recevras. Et qu'est-ce que nous perdons véritablement? Que ces inutiles-là soient libérés. Est-ce qu'ils sont libérés parce que non, ils vont se faire, ils vont rentrer dans la nature? Non, non, non. Allez vous renseigner d'abord sur les conditions et sur les implications de la libération pour comprendre les tenants et les aboutissants. Et donc, j'allais m'arrêter là un peu pour ne pas monopoliser la parole. Si ça peut peut-être aider les militants à comprendre la situation, tant mieux. Mais en tout cas, moi, je dis aux uns aux autres, ne soyons pas frustrés ou bien désespérés quand ce n'est même pas utile. Mais ce sont des gens même là, c'est au moment où eux-mêmes ils disent que personne ne peut les vaincre là. C'est là où on les a vaincus, on les a pris et puis on les a jetés en prison comme des animaux. Il a fallu que le monde entier vienne nous demander pardon pour que nous-mêmes on décide à travers le Prado de les libérer. Et donc le monde entier sait ce que chacun de nous a fait. La même chose lorsque Laurent Gbagbo devrait rentrer au pays. Quand Gbagbo va venir, on va aller directement pour prendre le pouvoir pour lui. Le jour que Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire sera gâtée. Mais jusqu'à aujourd'hui, pourquoi la Côte d'Ivoire n'est pas gâtée? Parce qu'on a quelqu'un en face de nous qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara, qui sait comment lui va, qui sait comment diriger et comment maîtriser chacune des personnes qui est en face de lui. Et ça, il ne faut pas sous-estimer cette capacité du président à pouvoir jouer ses cartes comme il le faut. Quelqu'un qui a à sa disposition les services de renseignement. Quelqu'un qui a à sa disposition son intelligence exceptionnelle. Quelqu'un qui a à sa disposition les services de renseignement les plus puissants du monde. Vous n'allez pas me permettre de les citer quand même. Bon, quelqu'un qui a à sa disposition le Mossad. Quelqu'un qui a à sa disposition le MI5. Quelqu'un qui a à sa disposition le FBI. Quelqu'un qui a à sa disposition beaucoup d'autres choses. Mais cette personne là-haut, c'est elle qui va avoir peur d'un prisonnier. Quelqu'un qui était au pouvoir, qui avait ces mêmes moyens-là, qui a perdu là. Parce que ne sachant pas comment gérer. Ce qui fait la force d'un pouvoir, c'est les moyens que tu as en main là, comment tu les gères par rapport au monde. C'est ça qui fait la puissance d'un dirigeant. Et donc là, les Laurent Gbagbo et leur groupe là, ils avaient tous ces moyens là, mais ne sachant pas comment les utiliser, ils ont été vaincus. C'est ce qui les a fait retourner. Ils ont été inefficaces dans la gestion de l'État. Quand on dit que quelqu'un n'a pas été efficace dans la gestion d'un État, ça veut dire la puissance, les moyens qu'on a mis dans ta main là, tu ne sais pas comment utiliser. Maintenant qu'ils sont là en prison, ils ont fait 20 ans, ils sont ressortis là. C'est maintenant eux vont savoir l'utiliser alors qu'ils n'ont pas assez à ça. Donc, chers militants, vous-même revoyez un peu la question que je pose. Quelqu'un te donne tout ce qu'il faut pour labourer ton champ. Pendant 10 ans, tu n'as pas réussi à labourer ton champ. Quelqu'un d'autre est venu, il t'a enlevé de ton champ. Et lui, il a repris les mêmes moyens et il a fait 10 fois mieux que toi. Et toi, maintenant, qui viens de finir la plantation, c'est toi qui t'inquiètes. Ah, si je laisse cette personne qu'on avait chassée là, s'il revient là. Non, il ne peut pas, ça sera la même chose. Parce qu'on parle ici d'efficacité, de capacité, de préparation à la gestion du pouvoir. Ce sont des gens qui n'étaient pas préparés à gérer un pouvoir. Et ça, cette différence-là, entre eux et le Prado, ça crée une différence en les lumières. Mais quand le Prado est venu, il a encore acquis la capacité en termes d'expérience de gestion du pouvoir. Ça veut dire les 14 ans qu'il a passé là. Ça lui a permis, la puissance qu'il avait avant de prendre le pouvoir là, il y a beaucoup qui s'est ajouté maintenant. Donc vous allez dire que le Prado a fait ses 14 ans, il n'a pas eu d'expérience. Il n'a pas eu d'expérience. Il ne connaît pas les Ivoiriens.
Non. Les exemples sont trop clairs et en face de nous. Si la libération, mais l'entrée de quelqu'un en Côte d'Ivoire pouvait branler la Côte d'Ivoire là, l'entrée de Laurent Gbagbo devait créer des sueurs froides au président. Mais aujourd'hui, qui parle de Gbagbo? Vous êtes dans la même Côte d'Ivoire avec Gbagbo là. Si ce n'est pas dans les journaux là, qui entend parler de lui? Et donc, chers militants, je ne sais pas de quoi demain est fait. Mais le président ne va jamais. Et le président ne va jamais. Et le président n'a jamais pris une décision contre lui-même. Et le président ne va jamais prendre une décision contre les Ivoiriens. Il dit, et il a juré à Katoura sur sa dignité devant tout le monde, que la sécurité de la Côte d'Ivoire, là, même s'il laisse un djihadiste parmi vous, là, il sait comment il va faire de ce djihadiste-là un agneau. Maintenant, c'est à nous de le prendre au mot. Et le jour maintenant qu'on va échouer, on va lui dire, bon, ça fait ta première fois que tu as échoué. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est quelqu'un qui a été toujours fiable dans ce qu'il a dit et qui n'a jamais trahi ses propos et qui est resté fiable et, je vais dire, très crédible. Pour le militant que nous sommes, on doit essayer de l'encourager et surtout de se dire que c'est un nouveau défi. Et ces gens-là, beaucoup parmi eux vont commettre des erreurs. Beaucoup parmi eux vont commettre des erreurs. Et une fois ces erreurs commises là, est-ce qu'elles auront la chance de dire qu'elles auront cette même chance qu'elles ont eue aujourd'hui? Cette chance qu'ils ont là, ce n'est pas une chance qui leur a été accordée parce qu'ils sont forts. Quand tu te retrouves, c'est le monde entier qui doit demander pardon. Ce n'est même pas Laurent Gbagbo. C'est le monde entier qui a dit au président, tu as déjà fait grand et nous-mêmes nous voyons ce que tu as fait. Et nous savons que tu es grand. Mais regardez l'organisation de la CAN. Tout le monde s'est plié devant le président. Bon, on va vous dire la vérité. CAN que vous voyez là, si ça réussit là, c'est pas parce que il y avait des choses extraordinaires. Hein. C'est parce que le monde entier a tellement de respect pour le président Ouattara. Quand il a pris il dit, c'est chez moi, on va organiser la CAN là. Depuis la FIFA, depuis les États-Unis, depuis l'Europe, tout le monde veut faire plaisir au président Ouattara. Mais est-ce que les gens peuvent, toi, te faire autant plaisir? Depuis que la CAN existe là, il y a combien de pays européens aujourd'hui où le droit de passage de la CAN est fait sans même demander des trucs? Mais est-ce que ça ne vous amène pas à comprendre que ce monsieur-là, c'est un grand monsieur? Et à la fin de ta vie là, si tu ne gagnes pas en notoriété, si tu ne gagnes pas en honneur, c'est que tu n'as rien compris. Ces gens qui ont été libérés là, même une mouche, ils ne pourront pas tuer. Mais Blé Goudé en Côte d'Ivoire, non? Est-ce que vous ne connaissez pas ses intentions? Mais pourquoi le Prado, avec les babos là, pourquoi on les a contraints pour les bloquer dans leur propre truc? Ils sont comme dans boîte de sardines. C'est-à-dire qu'on connaît leurs intentions. Eux-mêmes, ils savent qu'on connaît leurs intentions. Mais eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas intérêt à essayer. Et c'est ça qui fait plus mal à un malfaiteur. Quand tu le coinces avec sa propre turpitude, là, lui-même, il est sur lui-même, il sait que, ah, ça là, ça, il tourne sur lui-même. Mais après, il voit qu'il ne peut pas aller quelque part. C'est ça qu'on appelle l'efficacité du Prado. Et donc, j'allais m'arrêter là. Et c'est pourquoi je disais aux militants, quelle que soit la difficulté d'une situation là, posez d'abord des questions. Ah, éclaireur, on dit que tu as volé l'argent. Est-ce que c'est vrai? Ah, si éclaireur n'arrive pas à s'expliquer, vous dites, ah, vraiment, c'est que c'est vrai. Mais si l'explication n'est pas cohérente, c'est vrai. Parce que si ce n'était pas vrai, là, tu allais pouvoir donner une explication. Mais ça ne tient pas. Mais un homme, le Prado, qui ne nous a jamais fait faillir, comment est-ce qu'on va douter de lui? Ou bien on va se refrogner sur nous-mêmes? Je ne trouve pas que c'est une attitude juste. Il aurait fallu qu'on lui pose d'abord la question de savoir, cette situation-là, c'est parti sur quels aspects pour en arriver là? Et qu'est-ce que nous gagnons en termes politiques? Et qu'est-ce que nous perdons? Voilà comment on réfléchit en politique. Ça revient à une seule chose, l'efficacité. Et aujourd'hui, qui peut être plus près que le président? C'est-à-dire que le président, là, on le prend aujourd'hui, on lui enlève les moyens du pouvoir. Il n'y a pas un garçon qui peut s'arrêter devant lui en Côte d'Ivoire. Si ce que je dis n'est pas vrai, vous pouvez démentir. C'est dans l'opposition, il a vaincu chacun. C'est dans l'opposition, il a vaincu chacune de ces personnes-là jusqu'à prendre le pouvoir. Et ça, tout le monde est conscient, ça est devant nous tous. Maintenant qu'en plus de ça, il a aujourd'hui le pouvoir d'État. Et en plus d'avoir le pouvoir d'État, il a 14 ans d'expérience dans la gestion du pouvoir d'État. Il ne faut pas t'amuser avec, c'est une bête politique qu'on a en face de nous.
Bon, les militants, bon, par émotion, on oublie et ça fait mal. Ça, c'est totalement normal. Et c'est pourquoi, en début d'émission, j'ai dit que je vais laisser les gens exprimer leurs sentiments, mais je souhaite qu'ils me posent des questions aussi. Sinon, il n'y a pas péril à la demeure. Vous pouvez continuer. Parce que moi, depuis que Gbagbo a été libéré, moi, il y a beaucoup de choses que j'avais déjà compris. Je sais que ça allait arriver. Ça allait arriver de part ou d'autre, ça allait arriver. Si Gbagbo lui-même il est dehors, Gbagbo est dehors, ça allait arriver. Voilà. Mais maintenant, ce que moi j'ai dit à mes parents ivoiriens, ce que j'ai dit à nos militants, franchement dit, l'éclaireur, toi-même tu sais, personne ne va accepter encore que quelqu'un rentre dans sa famille pour aller tuer pour rien. Personne ne va accepter ça encore. Mais c'est ce qu'on vous a dit qu'en 2020, là, nous, on va assurer notre propre sécurité. Est-ce qu'on dit pas ça ici tous les jours? Oui. Ok. Et quand on dit on va assurer notre propre sécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire on a l'avantage d'avoir de la haine parce que nos parents ont été tués une première fois, ce qui va être une raison pour nous motiver, et une deuxième fois pour neutraliser ces personnes-là. Et, chère mère, 2025, c'est maintenant et c'est bientôt. Eh oui. Quelqu'un à qui on demande, il faut libérer des idiots. Et la personne se dit, bon, comme vous le dites, je le ferai. Demain, quand les mécanismes de loi vont dire que Laurent Gbagbo n'est pas candidat, est-ce que demain encore on peut venir dire au président, il faut faire quelque chose d'exceptionnel? Non. Ça veut dire que même s'il veut, il peut dire à ces personnes-là, ce que vous m'avez demandé, j'ai toujours accepté, mais pour votre respect, je ne peux pas violer les lois de mon pays. Mais si chaque fois qu'on lui avait demandé, il avait toujours refusé, est-ce qu'il pourra faire cette requête? Non. Donc, les faits sont là. Attendons de voir ce que demain nous réserve. Inch'Allah. Chaque fois que les militants du RHDP ont été désespérés, ça ne dure que le temps d'un feu de paille. Chaque fois qu'il y a eu la joie des opposants là, ça ne dure pas plus d'une semaine. Parce que les réalités viennent les frapper dans le plein visage et eux-mêmes encore deviennent plus tristes qu'auparavant. Et donc, regardons ce que demain nous réserve. Inch'Allah. Merci beaucoup. Je vais laisser quelqu'un d'autre prendre les plus ici. Il n'y a pas de problème. Oh, Et donc, merci, que Dieu nous garde. Amen. Dieu, non, il y a Dieu dedans, ça va aller. Non, c'est dans les moments difficiles qu'on arrive à connaître les grands chefs. Voyez-vous, je vais vous donner une histoire, puisque vous êtes musulmane. Je ne connais plus le nom. Il y avait une guerre. Pendant une guerre, j'oublie le nom de la guerre, le prophète avait mis une expédition comme des éclaireurs en avant. Et c'est là que tu vois que les gens sont pas suffisamment intelligents. Voyez-vous, une fois que des personnes vous êtes connectées et que vous vous aimez sincèrement, automatiquement la nature même crée la télépathie entre vous. Et le prophète est resté à Médine, il a dit à ces personnes-là, ne prenez pas telle voie. Ça va étonner beaucoup de personnes, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? On appelle ça simplement la télépathie. Ça veut dire, est-ce que souvent vous ne voyez pas, il y a des élèves qui disent, ah, moi-même j'ai pensé telle chose, éclaireur a fait, ou mes éclaireurs pensaient telle chose, moi j'ai fait. C'est ça on appelle la télépathie. Mais c'est basé sur quoi? C'est comme un Bluetooth. À partir du moment où vos esprits, vous partagez les mêmes réalités, vous partagez les mêmes sentiments, automatiquement vous vous connectez sur les mêmes ondes. Et donc ça fait que plus ça peut devenir évident, mais plus vous cultivez ça, vous n'avez même pas besoin de téléphone et autres pour communiquer. Dès que tu penses quelque chose, la personne sait. Ceux qui ont créé Bluetooth là, ce sont les humains. Cette capacité est d'abord en nous. Mais comme les gens même ne développent pas le côté spirituel en eux, ils trouvent que c'est surprenant. Mais quand le prophète leur a dit ne prenez pas telle voie, quand effectivement ils ont douté, mais après ils ont pris la voie. Et vous savez ce qui s'est passé après? Les rares personnes qui n'ont pas écouté la décision là, ils sont allés tomber dans une embuscade, on les a tous tués. Voilà. Et donc là, c'est pour vous dire que le président Ouattara, il ne prend pas cette décision simplement parce que c'est le monde entier qui lui a dit de prendre ça. Il y a aussi toujours un côté spirituel dans les décisions qu'il prend. C'est vrai. Et ça, il ne faudrait pas qu'on oublie ça. Et puis 52 le dit toujours. Voilà. Toujours que le président est dans une dimension spirituelle. Voilà. Donc, n'oublions pas ces facteurs-là pour nous renforcer. Il faut comprendre qu'il n'y a pas un monde qui va sur un chemin direct pour dire que c'est la seule voie. Non. Et le meilleur maître, c'est aussi la confrontation et la difficulté. C'est là qu'on apprend certaines choses. Si tout se passe
trop facilement, ça veut dire que vous n'apprendrez rien dans le processus. Mais faisons confiance au président Ouattara. Tout ce que tu viens de dire là, qui nous sommes, vous et moi, mais si nous on voit tout ça et qu'on le dit même en public, est-ce que tu vas penser que au niveau d'un État, ils n'ont pas la capacité de réfléchir sur toutes ces questions-là? Et donc, bien sûr. voilà, donc soyons simplement résilients et déterminés. Moi, je trouve que dans la difficulté, il y a toujours de l'opportunité. Et si c'était une opportunité pour ces personnes de faire une erreur qui va abréger même leur vie, parce qu'il faut aussi regarder cette question-là aussi. Effectivement. Donc, faut rien exclure. Mais on sait aujourd'hui qui a les capacités les plus létales. On le sait aujourd'hui. Et donc, soyons simplement patients. Et vous verrez la suite. Et tout le monde sera, en tout cas de notre côté, tout le monde sera satisfait. Tout à l'heure, j'ai posé la question si les élèves de la classe se portaient bien. Ce soir, je crois que vers 14 heures, j'ai vu l'annonce selon laquelle le Conseil national de sécurité, qui est présidé par le président Alassane Ouattara, allait faire un communiqué autour de 18 heures. Et nous attendions ce communiqué. Et effectivement, à 18 heures, le communiqué est tombé. Et le communiqué a fait un peu l'état des lieux, surtout ce qui concerne l'aspect sécuritaire, puisqu'on nous parle du Conseil national de sécurité. Et donc, il fallait à un moment donné faire le bilan de la sécurité, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, les points positifs et les points négatifs. Et donc, le communiqué est tombé. Mais ce qui a retenu l'attention des gens, c'est la grâce présidentielle qui a été accordée à certains prisonniers qui sont au nombre de 51, je crois, si j'ai une bonne mémoire. 51, bien 55, bon, je ne sais pas. Et donc, nous avons vu ça. Mais on va revenir un peu en arrière pour expliquer les choses aux gens et dire que la vie là, il y a des hauts et des bas, et souvent il y a des circonstances aussi qui vous amènent souvent à prendre des décisions, et puisque nous sommes des humains et qu'on pourrait se retrouver dans une situation donnée. Nous avons vécu des crises ici en Côte d'Ivoire. On va prendre la crise de 2010, parce que beaucoup de personnalités, ou encore, je dirais beaucoup de personnes, se sont retrouvées en prison à la faveur de la crise post-électorale de 2011, qui a vu l'élection à la tête de notre pays, le président Alassane Ouattara. Et donc, quand on voit ça, des gens sont partis en prison, je vais parler de Togo Blé, je vais parler de CKCK, je vais parler de Nyatoa KTA, et ainsi de suite. Et ajouter à ces personnes, je ne vais pas citer tout, hein, c'est quelques personnes qui amènent les gens à crier sur tous les toits que je suis en train de citer. Il y a des militaires qui ont aidé Laurent Gbagbo à tuer les gens, qui ont été mis en prison. Ajouté à ces militaires-là, on a vu aussi les partisans de Soro Guillaume qui étaient impliqués dans des déstabilisations, au nom desquels se trouve Afoussata Bamba Lamine et Issaka Fofana, l'ex-DG de la LONASI. Il y a Moussa Touré, qui est un des stratèges de Guillaume Soro, qui s'occupe de sa communication. Il y a Kamaraté Suleiman, Dissoul Tossoul, qui est son directeur de protocole. Et beaucoup de personnes. Et donc, depuis l'opposition, parce que quand on s'en tient aux crimes qu'ils ont commis, nous on avait toujours dit le président même ne doit même pas s'amuser à prendre un décret pour libérer ces personnes-là. Ils sont restés des années en prison. On a eu des dialogues politiques où il y a eu
des personnes qui ont été libérées dans ce même cadre-là. Mais l'opposition a continué à chanter, à faire le chantage au président. Et l'opposition a toujours montré à l'opinion internationale et nationale que le président Alassane Ouattara est un dictateur, c'est celui-là même qui ne peut pas aller à la paix. Et si les choses ne bougent pas, du côté de la réconciliation, c'est le président qui en est le responsable. On a vu toutes ces chansons-là ici. Mais le président Alassane Ouattara, en dépit de tous ces efforts qui ont été faits pour ramener, comment on appelle, le calme, la sécurité, la paix, en donnant l'amnistie à des personnes et la grâce présidentielle, mais ces opposants-là ont continué dans le chantage à dire toujours que le président Alassane Ouattara est mauvais. Ça n'a pas fait, comment on appelle, fléchir le président Alassane Ouattara parce que ce qu'il voulait, c'était trop. Donc, le président a continué dans la recherche de la paix. Il a toujours fait des faveurs. Et même, on a vu des gens, surtout des cadres du FPI, du PPACI, qui avaient l'air avoir gelé. Ils ont vu, comment on appelle, les comptes dégelés. Mais quand ils ont vu leurs comptes dégelés, est-ce qu'ils ont eu le courage de dire à leurs militants qu'ils ont été libérés de prison? Non seulement la libération est intervenue, mais aussi le président ne s'est pas arrêté là, il a dégelé nos comptes. Ils n'ont pas eu le courage de dire ça aux gens. Il n'y a que le ministre Touré Mamadou qui a rappelé ça lors d'une émission télévisée sur LCI, je crois, bien sûr la RTI, parce qu'ils en avaient marre des mensonges de l'opposition. Mais quand des gens, comment on appelle, irresponsables, ils disent, comment on appelle, à la primature là-bas, qu'il ne faut pas laisser, comment on appelle, il ne faut pas faire savoir à leurs militants, à leurs familles, que leurs comptes ont été dégelés parce qu'il y a la pesanteur sociale qui pèse dans leur maison. Mais au moins, comment on appelle, l'honnêteté de dire à vos militants et à vos familles que nos comptes ont été dégelés. Mais même si vous n'allez pas dire merci au président, mais il faut le faire savoir. Montrer aussi que le président aussi, il a fait beaucoup de choses. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas fait ça. Mais ce qu'on a vu aujourd'hui là, les négociations ont commencé il y a longtemps. Et Cléra a dit beaucoup de choses ici. Nous sommes des militants. Nous avons notre position sur la question. Et c'est normal et c'est de bonne guerre. C'est aussi ça le militantisme. Parce que nous avons été victimes de beaucoup de choses ici. Des gens vivent encore avec les séquelles. Des militants ne peuvent même plus, comme on appelle, se retrouver. Mais alors que quand on regarde bien, ils étaient l'espoir de leur famille. Mais quand cet espoir-là se retrouve aujourd'hui, être sous la responsabilité de sa famille, vous voyez que ça fait très mal et nous avons, comme on appelle, eu ce pincement-là au cœur. Ça, c'est le militant. C'est ce qu'on appelle le vrai militant. Parce que ça te fait mal. Mais il y a aussi que quand le président, comme on appelle, arrive au pouvoir, c'est vrai, c'est un parti, il est allé sous la bannière d'un parti politique et c'est ce parti-là qui a porté son choix et c'est ce parti-là qui a fait qu'il ait été élu. Mais en même temps, il faut comprendre que quand il est élu, il devient pour tout le pays. Il est censé gérer le pays. Il est censé être regardant sur tout ce qui se passe dans le pays. Donc, il ne peut pas être élu pour être seulement qu'au service de ses militants. Oui, parce que, mine de rien, il ne peut pas être président, comme on appelle, grâce à ses militants. Et toute la Côte d'Ivoire, quand on regarde, il y a des gens qui ne sont pas RADP, mais qui disent que j'aime le président, je le vote. Et ça se fait. Donc, comme aujourd'hui, le monde, la Côte d'Ivoire n'est pas en reste du monde, et que le monde a aussi ses exigences, on ne peut pas vivre en vase clos. On a besoin, comme on appelle, de son voisin, on a besoin des autres pour pouvoir évoluer dans une nation. Je vais vous prendre un exemple. Regardez ce qui se passe au Mali.
ce qui se passe au Niger, ce qui se passe au Burkina Faso. Quand on regarde un peu ces pays-là ne vivent essentiellement que d'aide extérieure. Je ne dis pas qu'ils vivent seulement que de l'aide. Mais la plus grande, comment on l'appelle, je ne sais pas comment je vais expliquer ça, le Burkina, le Mali, mais l'évolution de leur pays là, ça vient, le plus grand aide même vient comment on appelle, de l'extérieur. Donc on les aide. Mais depuis que l'Union européenne a annoncé qu'il va couper ses aides avec le Burkina, le Mali et le Niger, ils ont dit qu'ils s'en foutaient. Mais aujourd'hui, ils sont en train de pleurer pour demander pardon à l'Union européenne. Parce que quand vous n'avez pas les reins solides et que c'est quelqu'un de dehors qui doit vous aider, mais à un moment donné, quand vous vous comportez mal et la personne décide de couper les aides, mais vous dites que nous, on s'en fout. Mais quand les retombées vont se faire ressentir, c'est là que vous vous rendez compte que moi, je ne suis rien et que c'est grâce à cela que moi, je vivais. Aujourd'hui, ils sont en train de courir, demander pardon à l'Union européenne. Mais l'Union européenne n'est pas n'importe qui. Et même notre Union africaine qui est là, mais qui est financée, il y a une partie qui est financée par l'Union européenne. Donc, le monde là, il y a les lois universelles. Et puis aussi, il y a les affinités qui sont là. Aujourd'hui, quand le président Alassane Ouattara prend cette décision de libérer ceux-là, comment on appelle, Yann a dit que lui ne comprenait pas pourquoi ça a été fait. Et qui a dit le président Alassane Ouattara a cédé, c'est vrai. Mais je crois que le thème que Éclairé a employé, c'est ce thème-là qui est le vrai thème. Le président a plutôt accepté à la demande de l'Union européenne ou encore des autres organisations internationales qui sont là. Mais mine de rien, pourquoi aujourd'hui, quand on va dans des sommets où on doit aller récolter de l'argent pour venir continuer le développement, quand il y a la Côte d'Ivoire, quand il y a les autres pays, mais est-ce que vous vous êtes posé la question, comment le président Alassane Ouattara fait pour avoir l'argent pour venir continuer son développement et que les mêmes pays qui sont partis au même pied d'égalité que le président Alassane Ouattara n'aient pas cet argent-là pour continuer le développement de leur pays. Posons-nous la question. Posons-nous la question. Ce n'est pas parce qu'ils aiment le président Alassane Ouattara, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui est crédible. Il aide aussi l'Union européenne dans certains domaines. Il aide aussi l'ONU dans certains domaines. Il aide aussi le FMI dans certains domaines. Il aide aussi le SFI dans certains domaines. D'où les institutions de Bretton Woods. Et une fois, on a même ironisé. Lorsque Daniel Kablan-Denkan était le premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Christian Roch-Marc Kaboré était encore président, ils sont allés sur le marché, comment on appelle, des capitaux pour chercher de l'argent. Malheureusement, nous avons perdu le roi du printemps. Nous n'arrivons pas à l'entendre. Allô? Oui, on avait des difficultés à vous entendre. Vous m'entendez? Oui, maintenant on arrive à t'entendre. Ok. Et je disais qu'on a même ironisé une fois, parce que le président Alassane Ouattara, il y avait un sommet où les chefs d'État devaient se retrouver, mais le président Alassane Ouattara n'est pas parti. C'est Daniel Kablan-Denkan qui allait représenter le président Alassane Ouattara. Mais lorsqu'ils sont revenus, mais l'argent même que Daniel Kablan-Denkan, en tant que premier ministre, est parti, a eu, mais les Christian Roch-Marc Kaboré n'ont même pas eu le tiers. Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'est la crédibilité du président Alassane Ouattara. Et donc, dire qu'ils ont été libérés, ça fait mal. Mais moi, je dis, le président Alassane Ouattara n'était pas obligé de les libérer. Hein. Mais on peut avoir des inquiétudes. Mais ces inquiétudes-là ne doivent pas nous faire perdre la face. Il faut qu'on ait en esprit que nous avons 2025 qui est là qu'il faut préparer. Mais Debo Bleu qui a été libéré, Kamaraté Solomon qui a été libéré,
si le président Alassane Ouattara n'a pas maîtrisé tous les contours de cette affaire-là, et je vous assure que l'Union européenne allait parler fatigué, il n'allait pas accéder, comme on appelle, à leur demande. Mais c'est parce qu'il maîtrise les contours de cette libération qu'il a fait. Personne ne l'a forcé la main. Parce que les gens peuvent tout dire, hein, mais personne ne l'a forcé la main. Mais les négociations n'ont pas commencé aujourd'hui. Les négociations ont commencé il y a longtemps. Mais vous savez, l'homme qui est à la tête de ce pays-là, ce n'est pas n'importe qui. Il sait à quel moment il faut pousser un pion pour ne pas tomber en erreur. Mais nous, on n'a jamais dit que le président Alassane Ouattara ne fait pas d'erreur. Mais nous, on dit qu'il fait très peu d'erreurs dans ses choix. Mais vous voyez, quand il prend une décision, au départ, la décision est impopulaire et incomprise par la population. Mais quand on avance, le temps étant l'autre nom de Dieu, a toujours donné raison au président Alassane Ouattara. Imaginez-vous un instant, l'opposition qui faisait des chantages, en même temps, cette libération-là n'arrange pas l'opposition. Mais vous allez me dire, mais ils ont passé tout le temps en train de crier, non? Mais analysons politiquement. Cette libération n'arrange pas totalement l'opposition. Même Laurent Gbagbo qui était en train de crier qu'il faut libérer le peuple, si lui qui est dehors, qui a donné des ordres à Togo Blé, qui ont travaillé sur ces ordres, lui il est dehors, mais lui ne peut pas admettre que Togo Blé soit encore en prison. C'est bien beau. Mais à la vérité, il ne voulait pas. Puisque en maintenant Togo Blé, tous ces opposants-là en prison, ils allaient avoir de quoi à toujours faire chanter le président et à toujours montrer à la face du monde que le président Alassane Ouattara était un dictateur. C'était leur plan. Mais quand le président vient à les libérer, ils coupent l'herbe en bas de leurs pieds. Qu'est-ce qu'ils vont dire encore à leurs opposants, à leurs militants? Mais comme ils sont de mauvaise foi, ils auront toujours quelque chose à dire. Sinon, la libération ne les arrête pas. Mais regardez la période qui a été choisie pour libérer ces bouffons-là, ces criminels-là. On sort d'une canne bien réussie. Et où tout le monde parle du nom du président Alassane Ouattara, à travers tout le monde entier. Il profite de ça et puis il lance cette bombe-là sur l'opposition, qui va encore faire parler du président Alassane Ouattara dans le monde entier. Et les gens vont dire, voilà un grand homme d'État, qui a une dimension internationale, une dimension spirituelle. Il le fait et puis il tend encore le pion à ses opposants toxiques-là. Applaudissons pour le président Alassane Ouattara. Il faut l'applaudir, c'est un grand homme d'État. Parce que gérer un État, c'est pas chose facile. Et un État ne se gère pas avec les, comment on appelle, avec les émotions. Mais nous sommes militants, nous on peut exprimer nos émotions. Ça, il n'y a même pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Mais la libération qui a eu lieu dans ce contexte de, comment on appelle, de l'après-calme, mais vous ne savez pas que c'est un coup. C'est un véritable coup que le président Alassane Ouattara a réussi comme ça. Vous ne savez pas. Bravo au président Alassane Ouattara. Mais en même temps, il faut voir ceux qui ont été libérés. Mais c'est une grâce. Mais ils sont encore sous contrôle judiciaire. Parce qu'il y a eu des garanties. Le président a maîtrisé tous les contours. Et donc, ils sont là. Mais est-ce que vous avez vu le nom de CKCK ancien là-dedans? Moi, jusqu'à après le contexte, je n'ai pas vu son nom. Si quelqu'un a vu son nom, il n'a qu'à mettre en commentaire. Mais son cas est beaucoup plus grave. Mais les négociations n'ont pas été faites sans le cas de CKCK. Mais pourquoi le président Alassane Ouattara ne libère pas CKCK? Parce qu'il a tiré une balle dans la tête de Robert Gueye. Tous les colonels Dosso et autres là, c'est CKCK qui a fait. C'est lui qui était l'aide de camp de Simone Gbagbo. Mais quand on connaît tous les crimes, les sales crimes que Simone Gbagbo a commis ici, mais c'est CKCK qui partait tuer les gens. Pourquoi lui son nom n'est pas là-dedans? Donc si on voit ça, on ne peut pas dire que la main du président a été forcée. Non. Le président, il maîtrise ça. Et 2025, il n'y aura rien dans ce pays-là. C'est moi, je vous dis ça. Donc applaudissons pour le président d'avoir réussi ce coup-là. Ça fait que l'opposition ne sait plus quoi faire. Pourquoi Guillaume Soro n'est pas dedans? Afoussi Bamba est dedans.
Mais qu'est-ce que cela peut faire? Donc, ayons le cœur tranquille et puis ne soyons pas trop émotifs. Moi-même, je suis dedans, hein. Je ne m'exclus pas. Parce que moi-même, ça me fait mal. Mais c'est le président qui a décidé qu'on fait avec. Et faisons-lui confiance. Et je m'arrête là. Vraiment, merci beaucoup, le roi du printemps. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et vous savez, nous sommes en politique. On ne peut pas tout exposer comme si on était au bord de la route. Mais moi, je sais dans les détails, je ne veux pas parler aujourd'hui, mais je sais les détails dans lesquels ces personnes ont été libérées. Je le sais. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une stratégie plus grande derrière cette situation-là. Et le roi, tu sais de quoi je parle. Oui. Et je vais donner un simple exemple. Voyez-vous, avant les élections de septembre, le roi, si tu m'entends bien. Très bien. Septembre 2023, là, il y a eu des élections de mairie et puis des élections régionales. Là. Oui. Mais avec cette soi-disant prétendue histoire des prisonniers politiques, alors que ce sont des criminels en prison, tu sais, les Occidentaux, quand tu leur parles quelque chose, à force de dire la même chose, ils se disent, mais finalement, pourquoi ne pas trouver une solution? Tu sais ce que les opposants avaient fait? Tellement ils avaient fini par agacer les gens, ils avaient fini par trouver que, pour mettre dans la tête des Occidentaux, que le président Ouattara emprisonne les opposants et que cela lui permet d'être un seigneur et de ne pas être quelqu'un qui aime la liberté sur la place publique. Mais beaucoup ne savent pas de quoi je suis en train de parler. J'ai quelqu'un des sérails de la politique en Côte d'Ivoire qui a été secrètement mis en mission et j'ai eu la chance de participer. Et on est passé dans toutes les, dans toutes les chancelleries et puis dans certaines organisations de droits humains pour montrer la vérité. Ça veut dire ce qu'ils ont entendu là. On leur a dit, bon, on a tout vu. Maintenant là, voilà la réalité aussi que nous on vous propose. Maintenant, regardez les deux, puis faites-vous vos idées. Et tu sais le bénéfice que cela a eu? Ça a coincé l'opposition avec sa propre stratégie. Et donc quand ils sont sortis pour dire, les élections, la série n'est pas bonne, c'est comme ça, la Biba là. Voilà comment on a coupé l'herbe sous leurs pieds. Oui. Et depuis ce jour-là, est-ce que vous entendez dire encore parler des droits humains et autres? Plus personne ne les prend au sérieux. Et donc, l'avantage de cette situation, qu'est-ce que ça nous a permis? Ça nous a permis de comprendre que, aujourd'hui, là, si l'opposition a encore une petite fenêtre de sortie, c'est toujours de brandir que non, il y a quelques opposants en prison, tout ça là. Bon, ces opposants là, on vient de les libérer. Mais c'est moi, je vous dis, c'est maintenant, ils seront en prison. Regardez bien ce que demain, depuis là je parle, je dis, regardons ce que demain nous réserve. Quand quelqu'un te dit, regardons ce que demain nous réserve là, c'est que lui il sait déjà, ou même il sait déjà quelques éléments de ce que demain nous réserve. Ils n'ont pas été libérés dans la nature, mais dans le vide. Hein? Et comment ils ont été libérés, peut-être que je ne rentrerai pas dans certains détails aujourd'hui, mais avec l'évolution de la situation, un jour viendra. Quand je vais donner certains détails, c'est là les gens vont s'asseoir pour dire c'est pourquoi il était en train de dire de regarder l'avenir, derrière l'avenir là. Je vais attendre. Souvent, il y a certaines informations, quand tu donnes trop vite, les gens ne te prennent pas au sérieux. Quand je disais qu'il y a des gens qui voulaient attaquer à Bouaké, ils ont fait ça, les commissaires, les gens disent, toi tu mens. Mais quand l'information est sortie, les gens sont venus et disent La dernière fois, quand j'ai dit qu'on allait faire les rafles, les gens disent, tu mens. Et il dit, après, quand on va faire rafle, les gens disent, tu mens. Quand ça a commencé là, quand j'ai dit à Bouaké, on a rapatrié des gens, ils disent, ça, tu mens. Quand je suis venu, j'ai mis les détails. Ils disent, ok. C'est la même personne qui vous dit, asseyons-nous et puis regardons ce que demain nous réserve. Et c'est pourquoi je suis en train de vous dire qu'on ne peut pas se tirer une balle dans la propre tête et puis dire qu'on va être sur le champ de combat. L'opposition vient de perdre sa dernière arme. Que ce soit vrai ou faux, l'opposition de la Côte d'Ivoire vient de perdre sa dernière arme qui lui permettait d'accéder aux chancelleries.
Elle vient de perdre le dernier verbe qui lui permettait d'être écoutée sur la scène internationale. Et donc, on vient de les décrédibiliser dans tous les sens. Donc, demain, là, est-ce qu'ils peuvent accuser Alassane Ouattara d'être un dictateur? Un dictateur qui libère les pays criminels sous la demande des partenaires internationaux? Est-ce que demain, ils peuvent encore dire qu'il y a des prisonniers en Côte d'Ivoire? Non. Est-ce que demain encore, ils vont accuser le président Ouattara d'être un dictateur? Non. Peut-être la seule argumentation qu'ils auront, c'est de dire que le président Ouattara travaille trop. Et qu'eux n'ont pas besoin de ça. Et donc, chers militants, il y a l'aspect politique des choses qu'il faut voir. Et puis, il y a le gain politique que le président veut retirer. Tu ne peux pas manger un éléphant et puis ne pas pouvoir avaler la queue. Avec tout ce que la CAN nous a rapporté, si le minimum là, c'est de laisser des menus frétés en liberté, alors qu'eux-mêmes, ils vont se condamner dans leur turpitude pour se retrouver dans une situation plus grave même qu'auparavant, qu'est-ce que nous perdons? Mais seulement, il faut être patient quand quelque chose se passe. Ce n'est pas le même jour où tu plantes un arbre là que tu retires le fruit. Nous sommes en politique, chacun avance avec une stratégie. Aujourd'hui, là, la stratégie du président vient de dynamiter celle des opposants parce que l'arme qu'ils allaient utiliser avant les élections, c'est de dire que les libertés humaines sont confisquées en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est comme si c'est là. Ça, c'est quitté dans le truc déjà. Vous allez dire c'est un dictateur, on va vous dire comment? On va vous dire comment? Et s'ils veulent accéder à d'autres demandes, ils ne pouvaient pas accéder directement à cette demande-là. Ils allaient toujours utiliser ces arguments extérieurs-là. Maintenant, tout ça, ça vient de leur être coupé. Et donc, attendons de voir ce que la suite des événements nous réserve. C'est ce que je voulais ajouter. Ok. Donc, merci. Donc, calmons-nous et puis observons les choses. Aujourd'hui, là, regardez la paix qu'on a dans le nord du pays. Est-ce qu'on se pose la question? Il faut qu'on se pose la question. Pourquoi depuis un certain temps, on n'entend plus des actes de terrorisme morts? Et toutes ces questions-là sont là. Ce n'est pas parce que le président Alassane Ouattara était genou bien. Non. Mais c'est ça qu'on appelle le partenariat, comme on appelle, international. Si il s'était recroquevillé sur lui-même, disant que moi je m'en fous de quelqu'un, mais il y a longtemps ils ont pris le nom de la Côte d'Ivoire. Mais l'académie de lutte contre le terrorisme qu'ils ont créée à Javla, comment ça a été créé? Et qui sont les partenaires? Donc analysons les choses de façon méthodique et on verra que le président Alassane Ouattara, il ne fait rien au hasard. L'éclaireur, tu l'as dit, c'est maintenant que la prison commence pour ses opposants. C'est maintenant que la prison commence. Donc pour terminer, il faut que vous sachiez que libérer ces gens-là ne plaît pas à l'opposition. Ça ne plaît pas à l'opposition. Donc, mais les gens vont dire, mais pourquoi? Et c'est comme ça, c'est la politique. Donc, l'opposition avait besoin de ça. Laurent, ce que tu étais en train de dire là, donner un exemple palpable aux gens. Est-ce que ce n'est pas Gbagbo Laurent qui demande aujourd'hui que Soro Guillaume soit libéré? Et que Soro Guillaume... Mais est-ce que de vous à moi? Non, on va prendre les... Non, il faut attendre. Hein. Ceux qui nous suivent là, mettez la réponse de façon sincère. Est-ce que vous-même, quand Laurent Gbagbo dit on a qu'à libérer Soro Guillaume là-haut, et que Soro Guillaume n'a qu'à rentrer là, de vous à moi là, mettez la réponse que vous avez sincèrement. Est-ce que Laurent Gbagbo, s'il a un ennemi aujourd'hui là, Laurent Gbagbo là, c'est Soro Guillaume. Parce qu'il dit Soro Guillaume a été son premier ministre et l'a trahi. Il suffisait d'un oui de Soro Guillaume pour que lui, Laurent Gbagbo, puisse avoir la force pour résister, même dans son mensonge. Mais Soro Guillaume l'a abandonné. Ce Soro Guillaume là, quand Gbagbo vient aujourd'hui dire je veux que Soro Guillaume rentre, ou même Blé Goudé dit je veux que Soro Guillaume rentre là, toi qui as écouté ça là, est-ce que c'est sincère ou même c'est pas sincère? Il faut répondre. C'est quelque chose qu'ils ne pensent même pas du tout. Et ils ne souhaitent même pas du tout. Mais nous sommes en politique. Qu'est-ce que tu fais? Tu demandes l'impossible à l'autre. Et Alassane Ouattara vient de donner l'impossible à l'opposition. Vous savez, c'est qu'eux-mêmes n'ont pas demandé là. Alassane Ouattara leur a donné. Et c'est là maintenant ils vont faire des calculs pour se dire, mais quelle est la prochaine étape qu'on va suivre? On va faire quoi? Est-ce qu'on peut prendre encore un autre argument pour dire que Ouattara est mauvais?
Et c'est l'impossible question à laquelle ils vont devoir répondre. Mais attendons et voyons la suite. Mais quand quelqu'un est dans sa stratégie et que tu ne comprends pas là, il faut toujours poser question. Pourquoi tu as fait ça? Et donc, les auditeurs répondent que ce n'est pas sincère. Donc, quelqu'un qui demande quelque chose sans aucune sincérité, ça veut dire que ça ne l'arrange pas. Mais pourtant, tu le vois en train de demander ça nuit et jour. Et donc, dites-vous aussi que s'il y a quelqu'un en face qui est plus intelligent que eux, il s'appelle Alassane Ouattara. Il sait où il va les emmener et il sait où il va faire mordre le serpent. Le serpent va mordre sa propre queue. Et donc, chers militants, si quelqu'un vous dit que la décision ne fait pas mal, parce que quand on regarde les crimes que certaines de ces personnes-là ont commis, ça, si quelqu'un vous dit ça, la personne vous a menti. Et donc, vous avez tout le droit de ressentir un certain malaise. Mais en même temps, quand on a la tête d'un État, on ne regarde pas seulement les intérêts d'aujourd'hui, mais on regarde aussi les intérêts même de l'avenir. Qu'est-ce qui peut arranger l'avenir du pays? Et c'est ce que le roi a dit. Dans un pays, quand tu gères un pays n'a que des intérêts. Et donc là, c'est les intérêts qu'on va gagner qui sont les plus importants, plus que ces menus frétins là. Et ça, il ne faut pas s'offusquer de ces facteurs, j'allais dire. C'est ce que je voulais ajouter. Ok, donc il a terminé pour dire aussi, nos cas s'est calmé, les victimes seront reçues. Peut-être à la primature, parce que cette libération-là, le président, il a bien réfléchi. Hein. Les victimes seront reçues, et puis vous allez voir. Donc vraiment, merci beaucoup à tout le monde. Prenons notre mal en patience et regardons notre chef, celui qui a pris la décision de les gratifier, et nous le regardons et prions Dieu qu'il ait, comme on appelle, longue vie, et que 2025 nous trouve en vie pour essayer de l'aider, parce qu'il y a beaucoup de défis qui nous attendent. Aux militants du RDP, restons concentrés sur les échéances à venir. Le parti est en restructuration. Il faut aller dans cet élan et de sorte à donner une force au parti. Vous voyez déjà que le bureau de la jeunesse a été constitué et il devait être en séminaire déjà à partir de demain à l'INGES, mais le séminaire a été reporté à une date ultérieure. Donc ça veut dire que les choses sont en train d'aller au fur et à mesure, un peu dans l'ordre. Donc restons concentrés et disons bravo, félicitations au président Alassane Ouattara. Merci. Félicitations au roi du printemps qui a fait pour des raisons tout à fait vraies, justes. Et félicitations à toute la presse, y compris toi-même. Ce que je voulais vous dire, c'est que tu as tout dit à la presse, que maintenant que le président Thomas. Le plus dur, ce n'est pas d'avoir sa liberté. Le plus dur, c'est qu'est-ce que tu vas faire de ta liberté. Et certaines personnes ont tendance à ne pas comprendre cela. Ils sont un peu dans l'émotion. Et je suis entièrement d'accord qu'ils soient un peu colériques face à la situation. Et le plus important, tu as également dit que c'est demain qui va leur situer. Si on peut parler politiquement, c'est pas bon. Personne n'a forcé la mise en place d'Anjaï. Personne ne l'a forcé. Le président de la République a voulu faire ça, c'est un coup politique. Mais derrière ce coup politique, il y a les non-dits qui vont être dits. Et je voudrais simplement de ton émission pour te dire merci. Aujourd'hui, on va parler trop en profondeur. On ne peut que rassurer, on ne peut que rassurer sérieusement tous ceux qui sont dans les classes. Ça se verra très bientôt sur le terrain. Et le plus important, c'est l'aspect sécuritaire garanti à 250%. Ça, c'est le plus important.
Si on n'avait pas les clés de la sécurité de 100%, personne n'est plus obligé de prendre cette décision. Le pays est verrouillé du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Donc soyez zen, soyez serein. C'est maintenant que la politique commence. C'est maintenant que la démocratie commence. C'est maintenant qu'il n'a plus de quoi à dire. Et c'est maintenant que nous venons de gagner 2025. C'est maintenant que nous sommes fiers d'être à l'Afghanistan. Et c'est maintenant que nous sommes fiers d'être RDR. C'est maintenant que nous sommes fiers d'être RHDP. Et c'est maintenant que nous avons confirmé la victoire de 2011. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de votre combat. C'est notre combat. Ce que je voudrais te dire, Clover, à toi que je m'adresse, merci beaucoup. Merci pour ta colère et merci pour ta promptitude. Merci pour ta fidélité ainsi que tous ceux de la classe au président de la République. Vous êtes suivis par le président. Et vous dites ce qui est et vous ne dites pas ce que nous voulons attendre dans le gouvernement. Vous dites, vous attaquez le pouvoir. Vous attaquez l'opposition, vous attaquez même l'extérieur, vous attaquez tout ce qui fait atteinte à l'intégrité morale ou physique de notre nation, la Côte d'Ivoire. Soyons fiers d'être Ivoiriens. Soyons Ivoiriens. Et soyons encore Ivoiriens, a dit le président de la République. C'est à l'intérieur de notre du système ivoirien que nous allons régler nos différents problèmes. Et si problème il y a 2025, c'est le président Alassane Ouattara qui est le candidat. 2025, c'est un coup KO 98%. Alors soyez sereins et ne vous amusez pas. Demain, si tu montes ou si tu montes prochainement, contacte-moi, tu sais comment me contacter. Je peux te peindre le rouleau compresseur de tout ce système, tu vas le mettre dans ton sac. Voilà pourquoi tu as dit, ce n'est pas la liberté du jour qui compte, mais c'est l'action à la liberté du demain qui est important. Merci à toute la classe. Je ne vais pas aller plus loin, mais pour la sécurité, je reviens. La Côte d'Ivoire est garantie à 250%. Et dormez bien. Bonne continuation dans votre émission. Je vous aime. J'aime la Côte d'Ivoire et j'aime toute la classe. Merci. Merci beaucoup, cher René. Merci infiniment à vous. Et nous ne pouvons que vous souhaiter une excellente soirée. Et vos apparitions de temps à autre nous rassurent tellement. Merci. Mais vraiment, merci infiniment à vous. Merci. Et que Dieu protège le président, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu vous protège vous-même. Merci beaucoup. Et vraiment, merci de rassurer les Ivoiriens à travers cette plateforme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher René. Ce sera transmis au président de la République et au ministre de la Défense. Merci beaucoup, cher René. Général Lassina. Merci beaucoup, cher René. Et bonne continuation dans vos émissions. Merci beaucoup, cher René. Je vais insister sur quelque chose. Cette libération de ces prisonniers-là, je vais parler surtout à l'ensemble des militants RHDP. Il faudrait voir que je le dis toujours et je vais le répéter. Et comme on dit que la répétition, elle est pédagogique.
Il faudrait ouais, que nos militants sachent. Le combat que vous avez fait, pour ne pas dire que ce que nous avons fait, je le dis et je ne cesserai de vous le répéter. Parce que après cette libération, nous tous, nous savons ce que ces gens-là ont fait. Il ne faudrait pas ouais, que vous vous laissez manipuler pour dire oui, vous êtes battus pour le président Ouattara aujourd'hui, ceux qui vous ont tués là. Il les a libérés. C'est faux. Personne n'a fait le combat pour le président Ouattara, on a fait le combat pour nous-mêmes. Je vais vous le répéter toujours. Maintenant, si vous pensez ouais, que c'est faux, depuis que le président Ouattara a quitté la primature en 93, comment vous étiez traités? Comment vos parents étaient humiliés? Comment vos parents étaient séquestrés? Comment on bafouillait la dignité de vos parents? Le président Ouattara n'a pas pris micro pour faire le tour du Nord, pour dire ouais, que supportez-moi, je viendrai changer votre vie. On avait déjà des responsables politiques qui étaient déjà avec le PDCI. Et même avec Guy Robert. Et à la fin avec Babo Laurent. Tous ces trois régimes-là, après le président Oufoué, ont eu le même comportement avec vos parents. Moi-même, étant dans le domaine du transport à l'époque, j'en ai vu beaucoup. Parce que nous, quand on quittait Abidjan, et on faisait spécialement la ligne du Nord. Moi, j'étais le responsable de la ligne du Nord. Je vous jure, personne ne doit vous manipuler. Le président Alassane Ouattara a fait son devoir. Ce devoir-là, c'est quoi? C'était de relever de ce leadership-là où lui-même, il a risqué sa vie. Ceux même aujourd'hui qu'il est en train de libérer, il y a certains encore qui sont parmi ceux-là qui ont dit ouais, qu'il a sorti la clôture. Or, pour qu'une lutte aboutisse, il faut un leader charismatique. On avait les Forogo. Adama Koulibaly dit Adama Champion qui était le ministre du Transport sur Bédier. On avait les Mamadou Ben Soumaro. Pour ne citer que ceux-là, ils étaient nombreux qui étaient au PDCI. Mais on nous malmenait. Forogo, pour se dédouaner de tout, il disait ouais, que la politique est la seule appréciation du moment. Il n'a pas eu le courage de dénoncer ça d'une manière vive à vive voix et même rendre sa démission. Parce qu'on ne peut pas massacrer et malmener toute une région. À Forogo, tu dis ouais, que la politique c'est la seule appréciation du moment. Donc, quand le président Alassane Ouattara les libère, nous prenons acte. On ne doit pas baisser la garde. Parce que ce combat-là, nous allons le mener jusqu'à notre dernier souffle. Mais pour que ce combat aboutisse, il faudrait que nous prions Dieu chaque instant, à chaque moment. Pour que si jamais il y a encore des lascars, il y a encore des personnes malveillantes, des criminels encore en vie comme les Babo Laurent, les criminels en vie encore comme le général de Goblé et ses compères, il faudrait que nous ayons des hommes honnêtes, qui ne sont pas manipulables. Mais Dieu merci aujourd'hui, la majorité des Ivoiriens ont compris que ce n'est qu'ensemble qu'on peut être fort. Et cette dernière cas nous a prouvé. Rappelez-vous, lorsque on jouait contre le Mali, il n'y avait pas de Doula, il n'y avait pas de Nordiste, il n'y avait pas de Sudiste. C'était un seul homme, ivoirien. Et les gens ont entonné l'hymne national du jamais vu dans un match. Tellement que nous avons prié ensemble. Tellement que nous sommes battus ensemble. Et vous avez vu, au bout de la victoire, rien n'est facile. Parce que on ne gagne pas tous les jours, mais on ne sait pas tous les jours.
le président, il n'y a pas quelqu'un qui est plus victime que le président Ouattara. Si jamais quelqu'un vient s'arrêter devant votre porte, on a tué ton parent, on a fait ceci, le président Alassane Ouattara a fait libérer ces personnes-là, il faut renvoyer la personne dans les années 94 jusqu'en 2011, où nos parents ont été brûlés vifs, jamais vus en Côte d'Ivoire. Les faits assoient sur le goudron, mettre briques sur la tête de certains, prendre le bâton pendant qu'ils ont mis l'essence sur la personne, pendant que la personne est en train de brûler. Prendre le bâton, commencer à l'assommer. Vous voyez à quel degré la haine était. Vous voyez à quel degré ces personnes-là nous en voulaient. Si jamais ces personnes-là avaient pris le dessus en 2011, je vous jure qu'aujourd'hui, là, on aurait tous la carte d'identité étrangère. Et ils avaient commencé. C'est pour tout simplement vous dire que cette décision que le président vient de prendre là, nous prenons acte. Mais surtout vous mes parents là, si les gens viennent vers vous, commencez à vous dire des paroles malveillantes, je vous dis et je vous le répète, renvoyez-les aux années 1994 jusqu'en 2011. Nous ne sommes plus des enfants. Et le président Alassane Ouattara est notre boussole. On va prier pour nous-mêmes, pour que Dieu nous donne tous la santé, pour que Dieu nous donne tous longue vie, et que Dieu donne encore davantage longue vie au président Alassane Ouattara dans la santé. Parce que tout ce que ses adversaires, je ne dirais même pas adversaires, mais c'était des ennemis. Moi, ce n'est pas parce que je suis content de cette prise de décision, mais on doit regarder l'avenir. Moi, la personne qui a mal parlé à ma mère, jusqu'à présent, là, elle vit. Je ne lui parle pas. À cause de ses propres petits-enfants. Elle lui a mal parlé. Mais vous imaginez, ta génitrice, même dans le Coran et même dans la Bible, à part Dieu là, c'est ta mère qui est ton Dieu sur la terre. Le repos éternel. Nous n'avons jamais vu la maman d'Alassane Ouattara en train de faire la politique. Mais tous ces politiciens qui étaient en train de combattre son enfant là, et tous leur ont rendu visite. Elle a fait bénédiction pour eux tous. Sa mère a été interrogée sur son intimité pendant des heures et des heures. Parce que tout simplement, il voulait exercer son droit civique, qui est la politique. Elle est décédée, ils n'ont pas laissé tranquille. Ils sont partis déterrer son corps. Mais je ne dis pas autre personne, hein. Avec tous les moyens que le président Ouattara a là. Si c'était moi, B52, il y a longtemps, j'ai tout mélangé. Il y a longtemps, j'ai mis la Côte d'Ivoire à sang et à feu. Et j'allais traquer ces personnes-là jusqu'à dans les familles. Non seulement eux-mêmes, là, j'allais les anéantir, mais j'allais les anéantir, toutes les familles, même les proches, celui qui leur dit bonjour, pour ne pas dire leur village. Mais le monsieur n'a même pas parlé. De ce jour jusqu'à aujourd'hui, il prend le pardon. Mais est-ce que si demain, ces personnes qu'on a libérées aujourd'hui là, s'ils commettent les mêmes actes, et qu'on les prend encore, on les fout en prison, qui aura à redire? Personne. Donc, là où on avait commencé la lutte, depuis 1994 jusqu'en 2011, de la manière que nous étions mobilisés, nous devons continuer cette mobilisation davantage. Parce que le meilleur est à venir. Je vais dire,
à Serugium. Serugium, tu as vu la vie? Niki yireke danti, niki yireke dangatoi. Nika fokukutu ifaluchi. Ekoto mo mi taka ni faluchi, nika ba ifaluchi la uru wala aifa barale. Touré Moussa, Afousia Tia Bamba Lamine, Siaka Kone, Soul to Soul, ils sont tous aujourd'hui graciés. C'est que si Afousia avait rentré aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Touré Moussa avait rentré, tous tes compagnons là, ils peuvent rentrer aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais je ne crois pas que ton nom soit sur la liste des personnes qui ont été graciées. Mais je pense ouais, que la parole de Bleu Goudé, lorsqu'il avait été interviewé par Fraternité Matin, par les journalistes sur la RTI 1, il disait ouais, qu'il te voyait à mort vivant. Et il a même pris l'exemple sur John Garanga, le rebelle soudanais, qui a péri lors d'un crash d'avion, d'hélicoptère. Je crains que tu ne finisses pas comme John Garang et je vais dire aux pushistes. Ceux qui va commencer à manipuler vos propres hommes contre vous-même. La même chose que ceux qui a manipulé la rébellion. Mettre à dos les chefs des forces nouvelles à son temps. Celui qui vous le fera, il a déjà commencé. Parce qu'il est venu vous trouver en place. Mais ce que lui peut monter contre votre régime là, vous assassiner, vous chasser du pouvoir, pour que lui puisse mieux les manipuler, comme si eux, il devaient là. Celui qui m'a déjà commencé. Mais moi, je vous le dis, ne soyez pas surpris, ouais, un jour vous vous attendez ouais, que celui qui a péri dans un crash d'hélicoptère entre le Mali et le Niger, ou alors le Burkina. Parce que même si tu remplis sa main avec du diamant, il ne va jamais accepter de se déplacer par la voie terrestre. Parce que ces zones-là sont déjà des zones de guerre. C'est le gars. Il y a plusieurs fois parlé. Je t'ai dit ici, c'est nous qui avons fait le palabre, c'est nous qui avons fait notre révolution. Tu n'as jamais été au début, ni à la fin. Paix à son âme. Ibrahim Koulibaly, DIB, a fait des vidéos quand il était encore à Bobo avec le commando invisible. Il a relaté les faits. Comment tu es venu dans cette révolution-là. Comment il t'a appelé auprès de lui. Si tu avais été militaire, je ne dis pas que tu allais prendre le pouvoir. Mais peut-être ouais, que tu allais s'aimer le désordre dans les régions du Nord. Mais tous ces chefs militaires aujourd'hui ont fait une lutte. C'est parce que nous, on a voulu, avec l'ensemble des Ivoiriens, qui ont pensé ouais, que de cette manière où on traitait les frères ivoiriens n'était pas normal, se sont ajoutés à nous. Mais c'est nous qui avons pris les initiatives. C'est pas toi, c'est le gars. Donc, pouchiste que tu es aujourd'hui, c'est criminel patenté que tu es aujourd'hui. Comme toi, tu es un homme de ni loi ni foi, tu penses ouais, que tu vas progresser avec le désordre en Côte d'Ivoire. La majorité des Ivoiriens aujourd'hui sont passés à autre chose. La génération montante d'aujourd'hui, j'ai vu des vidéos où une jeune fille entre 10 et 15 ans était en train de faire un discours en prenant le modèle d'être résilient dans une cour d'école où il y avait des milliers et des milliers d'élèves qui étaient en train de l'écouter. Ça, c'est la nouvelle génération, ça, c'est la nouvelle mentalité de la Côte d'Ivoire future. Que ce soit toi, que ce soit Bleu Goudé, que ce soit Babo Laurent, et même ces criminels qui viennent d'être libérés. Mais nous vous attendons de pied ferme en 2025
Et nous, on dit, on le répète. Tant que le président Alassane Ouattara n'a pas dit que lui, il est fatigué là. Même si tu es son fils David Daouda Ouattara là, le premier fils d'Alassane Ouattara là, tu viens nous dire que c'est toi qui vas être le président de la République, alors que le président Ouattara est là, je te jure qu'on va t'allumer. Quelle que soit ta position aujourd'hui au RHDP, quel que soit ce que tu es aujourd'hui au RHDP, si quelqu'un aujourd'hui essaie d'envoyer des manipulations, créer des clans, je te jure qu'on va te combattre. On va te combattre jusqu'à ta dernière génération. C'est pour vous dire qu'actuellement, le président Alassane Ouattara, après Dieu aujourd'hui là, c'est lui, nous on connaît.